Mais nous avons la possibilité, dans cette condition humaine terrestre, terrienne, tellurique, de la pensée, et la pensée est donc cet arrachement qui est fondamentalement le signe de la liberté. Parce qu'on passe aussi d'un degré d'ignorance, enfin en tout cas supposé, de l'opinion, la doxa, à quelque chose de plus intelligible, c'est-à-dire de peut-être mieux appréhender par... on ne pourra peut-être pas parler d'une connaissance, mais peut-être... oui, vous avez raison, mais ce n'est pas simplement le triomphe de l'épistémé, c'est-à-dire de la connaissance, sur la doxa, c'est-à-dire l'opinion, car même quand l'opinion est droite, orthodoxa, orthodoxie, ce n'est qu'une opinion, donc elle n'est pas fondée. Mais même la connaissance n'est pas suffisante pour le besoin de la caverne. Au-dessus de la connaissance, il y a ce que Platon appelle la noésie, c'est-à-dire la saisie intuitive de ce qui m'arrache à moi-même, finalement, de ce qui me donne à penser. C'est pour ça qu'on peut relier l'allégorie de la caverne au mythe de la mêlée dans le Phèdre, qui renvoie plutôt à l'éthique, davantage encore qu'au sens de la pensée. Le mythe de l'âme ailée. Ah, de l'âme ailée. Dans le Phèdre. Oui, c'est pas la mêlée du rugby. Oui. Non, comme je suis à Toulon, j'avais compris la mêlée du rugby. Non, mais sans plaisanterie de ma part. Hein, j'avais compris vraiment que vous parliez de la mêlée. Je me disais que vient pourtant, j'ai essayé de scander mon propos. Le rugby et Ferrero ce soir. C'est ça le lien entre peut-être cette dimension qui renvoie à l'idée peut-être de s'arracher à soi pour tendre vers une autre connaissance ou une autre manière d'être. Vous avez d'autant plus raison de le dire que vous l'avez dit tout à l'heure. Ce qu'il y a d'original chez Platon et chez d'autres auteurs, mais enfin on parle pour l'instant de Platon, c'est qu'il utilise le mythe ou l'allégorie ou le symbole, c'est-à-dire des formes de pensée et de diction, et même d'addiction, sans jeu de mots, car Platon est addict au mythe, et c'est d'autant plus paradoxal qu'il condamne les mythes précédents. Et pourtant c'est un inventeur de mythes, mythe de la caverne, mythe de l'Atlantide, c'est pas rien, ça fait 25 siècles qu'on en discute, de la situation d'Atlantide, et mythe de l'attelage ailé, où il compare l'être humain à un animal, à deux animaux, à deux chevaux, blanc et noir. Blanc c'est le cœur, noir c'est le ventre, ou le bas-ventre, c'est-à-dire la sexualité, le désir, et un cocher, qui lui n'est pas un animal, puisque c'est lui qui tient les rênes. Et cet attelage ailé, puisque ce sont des chevaux comme Pégase qui sont ailés, suit un cours circulaire, comme les dieux, comme les étoiles, comme les planètes, comme le cosmos, mais arrive à s'arracher justement à cette circularité, on le voit très bien dans le mythe, pour aller au bout du monde ou au bord du monde et regarder en dehors du monde ce qui donne à penser. Et ce qui donne à penser est évidemment invisible, c'est ce que Platon appelle les idées ou les formes intelligibles, qui sont pour lui certainement de nature mathématique, et qui ne sont pas simplement destinées à être connues. L'épistémé n'est pas le dernier mot de Platon, je crois. Au-delà de l'épistémé, c'est-à-dire au-delà de la connaissance du monde, physique, mathématique, tout ce que vous voulez, Platon est mathématicien, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, paraît-il, était inscrit au fronton de l'Académie de Platon. Au-delà, il y a le sens de l'existence humaine. Pourquoi, au fond, cette âme s'est arrachée à sa lourdeur natale ou native pour aller au bout du monde, c'est-à-dire au bout de la connaissance, essayer de penser ce qui donne à penser mais qui ne peut pas être pensé. Je crois que l'énigme de la pensée, c'est qu'il y a en nous quelque chose qu'il y a en soi quelque chose qui donne à penser, et c'est cela qu'on appelle l'éthique, mais que nous ne parvenons pas à penser. Et cette idée suprême, Platon l'appelle livre 6 de la République, juste avant le mythe de la caverne qui ouvre le livre 7, sur les 10 livres de la République, il appelle ça le bien. Ideatu agatu, l'idée de bien, qui est une idée qui est, comme dit Platon dans une formule qui a fait le bonheur de tous les Lévinassiens de la Terre, et de Emmanuel Lévinas le premier, qui est epekaina tesousias. Epi en grec c'est au-dessus, epekaina au-delà de ekaina celle-ci, c'est-à-dire les choses de la terre. Tesousias, alors ousia est un mot grec, si, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas fait de grec, qui est très très curieux. Ça désigne les biens matériels. Par exemple, ça désigne une vigne à flanc de coteau. Ousia, c'est une propriété. Ce que l'on a en propre. Alors les traducteurs français traduisent par essence, par substance. C'est-à-dire que le bien est au-delà de l'essence. C'est la traduction. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage fondamental de Lévinas. Autrement qu'être ou au-delà de l'essence.
l'ouvrage majeur de Derrida, lapsus, de Lévinas. Je pensais justement à la critique que faisait Derrida de Lévinas, d'où ma confusion. L'ouvrage majeur d'Emmanuel Lévinas, c'est Autrement qu'être ou Au-delà de l'essence. C'est la reprise exacte de la formule de Platon. Le bien, c'est-à-dire ce qui donne un sens à l'existence, comme le soleil donne un sens à l'existence, on ne peut pas l'affronter directement. Si vous affrontez directement le soleil, vous devenez aveugle instantanément. En un quart de millier de seconde, vous brûlez votre rétine. De la même manière, on ne peut pas affronter le bien. Comme chez les Juifs, on ne peut pas affronter Yahvé. Il faut absolument s'en garder, ce que fera Moïse devant le buisson ardent. Donc il y a toujours cette idée que l'être humain ne peut pas affronter la réalité ultime qui lui donne pourtant l'envie de penser en direction. Donc ce qui donne à penser n'est pas lui-même objet de penser. Ce qui est objet de penser, c'est la connaissance. Ça, c'est à part. Les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, bref, la science, épistémé. Mais même si l'épistémé est la chose du monde la mieux partagée, comme dirait Descartes, franchement, on s'en fout. Pour vivre et pour être heureux, vous n'avez pas besoin de connaître la formule E égale MC2. Et quand vous lisez Einstein, vous voyez que Einstein a toujours placé au-dessus de la connaissance physique ou physico-mathématique du monde, donc au-dessus de l'épistémé, il plaçait la musique et il plaçait la pensée. Quand vous lisez Ce que je crois d'Einstein, c'est ce qu'il répète sans arrêt. Je suis un peu long, excusez-moi. Non, pas du tout. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a à un moment donné de la letheia, c'est-à-dire la nécessité d'un oubli, passer par le fleuve de l'oubli, parce que justement, parce qu'on est dans le rapport au temps, il faut qu'il y ait réminiscence, il faut qu'il y ait une sorte de détachement à l'égard de tout cela. Vous avez ça dans le livre 10 de la République, le livre 10 et dernier, où c'est encore une allégorie ou un mythe. Platon fait remarquer que les morts, les défunts, sont conduits par des divinités le long d'une plaine, qui est la plaine du Léthé. Lantano, ça veut dire oublier en grec. Et donc le Léthé, c'est le fleuve d'oubli. Et il y a un jeu de mots que fait, non pas simplement Platon, mais la langue grecque, et qui a été reprise par Heidegger, c'est que vérité se dit en grec aletheia, où vous avez le radical lété. Donc vérité se dit en grec des oublis. Je ne suis dans le vrai, pas simplement le vrai épistémologique, le vrai mathématique de Foncade, tout le monde s'en fiche, mais je suis dans la vérité, dans la plénitude de la vérité du monde, quand je traverse le fleuve d'oubli. Et c'est là que Platon invente ce qu'on retrouvera jusqu'à Proust, la théorie de la réminiscence, c'est-à-dire la théorie du fait que quand nous nous mettons à penser, dès l'enfance, dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, quand l'enfant arrive, et il n'est plus un enfant, puisque infans veut dire en latin infao, celui qui ne parle pas. Donc quand l'enfant n'est plus un enfant, c'est-à-dire autour de 2 ans et demi, 3 ans, qu'il arrive à balbutier les premières paroles, les premières phrases, il se rend compte qu'il pense lui-même. Il y a déjà ce dédoublement, ce 2 en 1 d'Anna Arendt chez lui, ou chez elle, petit garçon ou petite fille, et il commence à poser des questions. Et il pose des questions sans s'en rendre compte, évidemment, et sans que ses parents le comprennent toujours, parce qu'il se rend très bien compte que le fait simplement d'exister, ou de vivre, ou d'être avec papa et avec maman, donne à penser sans qu'il comprenne pourquoi il est en marche dans cette direction. La première expérience, si vous le voulez, de l'existence, c'est que l'existence se donne à nous sur le mode de la pensée. La pensée est le filtre qui me permet d'exister. Même si je suis aveugle ou sourd de naissance 100 ans, j'ai une sorte de vie intérieure qui me pousse à m'interroger sur le statut que je partage sans doute avec d'autres, mais que je partage avec moi-même tout autant que je pense. Que je pense quand je suis éveillé ou que je pense quand je dors. Et voilà pourquoi vous parliez de Descartes tout à l'heure. Descartes fait remarquer que l'âme pense toujours, y compris dans la nuit. Bien avant Freud, Descartes fait remarquer au XVIIe siècle que la pensée ne s'arrête jamais. Pour dire les choses grossièrement, le cerveau est toujours en train de fabriquer, consciemment ou inconsciemment, des liens neuroniques, neurologiques, dans lesquels nous n'agissons plus. Vous n'êtes pas les maîtres de votre rêve, vous ne rêvez pas sur commande.
Et de la même manière, vous ne pensez pas non plus sur commande. Enfin, quand je dis vous, nous ne pensons pas non plus sur commande. Et donc, fondamentalement, la pensée est quelque chose qui m'advient sans que je l'ai voulu. Alors, le problème, pour arriver à penser correctement, il y a un texte de Heidegger qui s'appelle « Qu'appelle-t-on penser ?» c'est d'arriver à saisir au vol, comme on saisit une balle au bond, c'est d'arriver à saisir au vol la pensée quand elle vient me saisir ou me transire, de telle manière que je peux suivre son mouvement, le mouvement de la première phrase dont je parlais tout à l'heure avec Valérie, pour continuer de mon propre chef et d'être ce nouveau commencement qui m'appelle à penser. Qui passe par un étonnement et donc par un Et qui passe par un permanent. étonnement, c'est-à-dire qui passe par une rupture. Quand Platon, dans le Théétète, dit que ce qui pousse le philosophe, c'est-à-dire l'homme de la rue, car le philosophe c'est l'homme de la rue, c'est vous, c'est moi, et pas simplement le prof de philo en terminale ou à la fac. Mais simplement celui-là est devenu un professionnel de la pensée, comme il y a des professionnels de la médecine ou des professionnels du sport ou du football. Ça c'est une profession, mais ce n'est pas une situation en tant que telle, ou une condition humaine. Ce qui conduit l'homme à penser, et donc à se saisir comme homme dans sa spécificité par rapport aux animaux, aux végétaux et aux minéraux, c'est le fait qu'il s'étonne que les choses soient ce qu'elles sont. La phrase de Leibniz justifie la remarque de Platon. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? C'est pas simplement Leibniz qui a posé cette question. Demandez à n'importe quelle petite fille de 3 ou 4 ans, elle vous dira, mais pourquoi papa vit avec maman, qu'est-ce que j'étais, où est-ce que j'étais avant de naître, etc. C'est-à-dire pose toujours des questions sur l'origine de la vie, l'origine de l'amour, l'origine de la maladie, l'origine du langage. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça s'appelle comme ça et non pas comme ci, pourquoi est-ce qu'on dit bouteille et non pas verre d'eau, etc. Donc le fait de s'étonner, et l'étonnement, thomazein en grec, est en même temps un questionnement, implique un détachement à l'égard de la vie quotidienne, une sorte de temps d'arrêt, qui se dit aussi en grec, vous le savez tous et nous le savons tous, skolé, qui est donné école. Skolé, la racine ske en indo-européen, signifie un temps d'arrêt. D'où le sens dérivé, le loisir. Parce que qu'est-ce que c'est le loisir? C'est le temps d'arrêt dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans la vie professionnelle. Temps d'arrêt dans la vie du paysan de l'époque de Platon, qui travaille 18 heures par jour pour faire accoucher la vache, pour faire véler le veau, etc. Donc, mais quand on a un peu de temps à soi, on va retrouver le problème du temps, c'est-à-dire du loisir, qui se dit en grec skolé, qui a donné skola, school, eskuola, école, on peut se consacrer à autre chose. Et donc l'école, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu où l'on pense. Ou plutôt, c'est le temps où l'on pense. Oui, oui. On apprend voilà à pourquoi penser. le temps scolaire est un temps rythmé par le développement d'une pensée. Exactement.